Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Nous sommes encore là ce matin pour vous donner l'information. Nous sommes encore là ce matin pour vous donner la bonne humeur. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, nous balayons le couloir en télévision pour faire justement ce pourquoi nous sommes payés. Ce matin, nous allons marquer 3 arrêts majeurs. Tout à l'heure, nous irons en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Deuxième arrêt, la dénonciation de Bernardo Basson. Troisième arrêt, l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce vendredi, on essaiera de marquer un arrêt pour évoquer la situation de nos universités africaines et plus singulièrement les universités camerounaises. Une interrogation, formation au sein de nos universités, quelle crédibilité? Pour en parler avec beaucoup d'efficacité, surtout avec beaucoup de cohérence ce matin, nous allons recevoir 2 enseignants d'université. En face d'eux, rassurez-vous, ce ne sera pas un duel. Il y aura également notre consultant permanent, mais également Bernardo Basson. Si vous êtes connecté au 307 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV à partir de Yaoundé. Nous émettons 24 heures sur 24. Votre fidélité continuera à nous élever. Et nous accueillons justement ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Bonjour, professeur Edmond Bilois. Bonjour, parfait ici. Merci de m'avoir invité. Le professeur Edmond Bilois est enseignant d'université, vice-recteur de l'université de Yaoundé 2 Soa, mais surtout homme politique communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Professeur, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. À côté du professeur Edmond Bilois, nous allons accueillir un autre enseignant d'université. Il s'agit du professeur Claude Noubissi. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfa ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Professeur Claude Noubissi est psychopédagogue. Sociologue. Psychosociologue. Professeur, votre expertise nous aidera ce matin. J'y pense bien. Je vais donner le meilleur de moi-même afin que la question principale, celle de l'intérêt et de la pertinence de nos formations puisse être bien débattue. Merci d'être là. En face de vous, le sucre national. Bernardo Basson, en chair et en os, qui répond présent au top de sa forme. Bernardo, bonjour. Bonjour le Kouta, le modérateur. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Bonjour à ma maman Emilienne qui nous regarde certainement. Bonjour également à Anguéné, le blanc qui nous regarde. J'aimerais vous dire que dans votre maison, vous abritez beaucoup de secrets. Ah bon? Oui, oui. Hier, dans l'après-midi, j'étais dans mes patrouilles, j'étais avec TVB. TVB, on s'est croisés quelque part. Ah bon? Et TVB fait souffler le chaud et le froid dans certains lieux. Oui. Donc, il y a des personnes qui reconnaissent que TVB les alimente en chaud et en froid. C'est-à-dire quoi? Bon. C'est-à-dire que TVB, c'est un acteur que vous ignorez dans votre maison. Il fait dans la climatisation? Plus ou moins. Oui. Il fait dans chaud et froid. Pas froid et clim, il fait chaud et froid. Je ne comprends rien. En tout cas, tout à l'heure, il arrive pour la revue de la presse, il va vous dire. Bernardo Basson, la journée internationale ou mondiale de quoi ce matin? De la sensibilisation contre la leucémie myéloïde chronique. Ça veut dire quoi? C'est une espèce de cancer qui attaque la moelle osseuse et qui généralement attrape des personnes lorsque certaines cellules sont maladroitement remplacées.
parfois, il y a des processus biologiques, chimiques qui sont utilisés pour résorber certaines pathologies et qui créent d'autres problèmes, parmi lesquels cette leucémie-là. Bon, les médecins savent mieux de quoi il s'agit, mais je pense que c'est une forme de cancer quand même qui est rare. C'est vrai qui concerne environ 100 000 hommes aujourd'hui dans le monde et qu'il faudrait quand même regarder avec beaucoup plus d'attention aujourd'hui. Donc c'est une journée où il faut sensibiliser les gens contre cette leucémie-là. Lorsque tous les autres consultants ne seront plus là, il nous restera un seul consultant. Il s'agit du digne fils de Bomiebel, descendant de Omniobe. Lui, c'est Pierre Blériot Nyemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre impressionnant panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot Nyemek, la citation du jour. C'est dans le service des autres que notre cœur se remplit d'humilité. Il nous libère ainsi de l'arrogance. On peut reprendre. C'est dans le service des autres que notre cœur se remplit d'humilité. Il nous libère ainsi de l'arrogance. On peut un tout petit peu expliquer? Oui, je n'explique pas des images. Vous voyez, il y a des enfants qui ont grandi dans les maisons où il y avait des techniciens de surface et autres. Il faut dire là, il y avait des ménagères. Là où il y avait des ménagères. Et les autres disent des domestiques. Bon, chez les Blancs, on parle... Vous êtes élégant, technicien de surface. Chez les Blancs, on parle même souvent de gouvernante et autres. Non, c'est trop amélioratif là. Tu gouvernes quoi? Ils gouvernent Non, effectivement, c'est eux qui tiennent toute la maison. Mais c'est ça. Vous savez, ces enfants, pour la plupart, n'ont pas appris à se mettre au service des autres. Tout à fait. Et leurs cœurs ont souvent été remplis d'arrogance. Il faut enseigner aux enfants et à tout être humain à se mettre au service des autres. J'ai d'ailleurs eu un patron qui avait cette habitude de servir du café à ses collaborateurs le matin. Il venait au bureau et il le faisait. Il était difficile d'ailleurs de se rendre compte que c'était lui le boss de la structure, parce que lui, le costume, c'était lors des réunions uniquement. La veste de son costume était toujours accrochée au bureau. Il marchait en bras de chemise et rendait service. Il saluait tout le monde, s'assurait que tout le monde était en bonne santé et autres. Donc, il faut le dire, pour ceux qui n'ont pas appris à servir les autres, leur cœur est souvent rempli d'arrogance. Merci. Lorsque nous avons Est-ce que je peux dire quelque chose? Le professeur Edmond Bilois veut s'inviter à la citation de Pierre Blériot. Oui, ce n'était pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Oui, mais vous, les enseignants, vous aimez toujours débattre de tout. Vous voulez dire quoi, professeur? Non, cette citation est tellement inspirante. Il y a des femmes qui se sont occupées des enfants. Et le fait qu'elles se soient occupées de ces enfants a changé leur destin. Il y a deux dont je me souviens. Celle qui s'occupait des enfants de Thomas Tuchel, qui est aujourd'hui l'entraîneur du Bayern. Quand il était à Paris, il y avait une Sud-Américaine qui s'occupait de ses enfants. Et quand Tuchel est parti à Chelsea, il a demandé à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La femme a dit qu'elle aimerait rentrer chez elle en Amérique du Sud. Elle aimerait avoir une maison et elle aimerait avoir de quoi vivre. Tuchel a financé tout ça. Si cette femme n'avait pas fait son travail, elle n'aurait pas eu ça. Et il y a aujourd'hui un homme politique européen dont les enfants avaient été éduqués, disons-le, dont une femme s'occupait des enfants quand il était en Afrique. Quand il est rentré en Europe, les enfants ont demandé à leur père que, mais, où est Tantine? Il leur a dit que, mais Tantine est en Afrique. Les enfants ont dit qu'elle doit venir ici. Elle est allée en Europe, elle y est. Mais donc, en fait, il n'y a pas de son métier. Il n'y a que de sortes gens. Voilà. C'était la chanson d'un artiste à une époque. Merci, professeur Edmond Bilois, d'avoir... Donc, ces femmes-là sont réellement des gouvernantes. C'est la leçon que je voulais donner. Et non des domestiques. Non. C'est des gouvernantes. En fait, chez les gens qui sont éduqués, elles font partie de la maison. Quand vous arrivez, vous ne saurez jamais qui est qui. Chez les gens bien éduqués. Oui, chez les gens bien éduqués. Maintenant, les gens qui ont été surpris par le bien-être matériel aiment bien à distinguer. D'ailleurs, j'avais aussi, pour prendre le mauvais exemple, il y avait un DG de société en Balmayo
qui s'était rendu compte que son chauffeur était plus élégant que lui. Il lui a fait coudre une tenue où il avait écrit devant chauffeur du DG et derrière chauffeur du DG. Parce que Voilà un patron qui est complexé. il avait des raisons d'être complexé. Il était de petite taille et de petit corps. Et son chauffeur était un gars très bien, un bon savoir. Donc, chaque fois qu'ils arrivaient, les gens accouraient vers le chauffeur. Oui. Et ça lui posait des problèmes. Il fallait que le chauffeur leur dise non. Voilà le boss. Mais Il a ça donné ne devait pas le il a déranger. fait une touche pour le chauffeur. Il a mis chauffeur du DG devant et derrière. Pour qu'il n'y ait plus Non, il n'y avait pas de... Un homme qui est fier de lui, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il représente. Professeur, c'est Moi, parce je que vous vous dis êtes que- élégant que vous le dites. Moi, je vous dis êtes- que si quelqu'un demande à mon chauffeur, c'est vous le patron, Non, ça non. ne va pas me Comment déranger. votre chauffeur peut faire comment pour atteindre le niveau d'élégance? Non, De lundi à vendredi, ici, c'est une autre manière de faire la télé. À tout de suite pour la suite. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche panel ce matin. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Un bonjour particulier à toutes nos téléspectatrices. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, acte 1, c'est tous les matins à partir de 6h45. Oui. TVB revient à 10h pour le deuxième exercice. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Allons d'abord du côté de Douala avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène bel et bien du côté de l'aéroport international de Douala. Douala, l'aéroport international entièrement rénové. C'est ce que nous dit ce journal qui donne des précisions de la page 2 à la page 3. Cette assurance a été bel et bien donnée ce 20 septembre par le directeur général des ADC, Thomas Ona Assoumou, après la réfection du complexe d'étanchéité de l'aérogare passager, la construction d'un atelier de maintenance pour l'entretien des équipements et d'un poste de stationnement avion, ainsi que le bitumage d'une voie d'accès au niveau de l'aérogare fret. Le président du conseil d'administration, Fris Antonin Tonet, présent sur les lieux, a apprécié également la qualité des travaux et félicité le directeur général. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette visite effectuée par Fris Antonin Tonet du côté de l'aéroport international de Douala. Les travaux de maintenance sont en cours. C'est ce que nous dit ce journal en grande une. Le tri-hebdo le soir de feu Armand Bianda reste également dans cette même actualité. Infiltration d'eau à l'aéroport international de Douala, situation sous contrôle. Le top management de la société des ADC a passé en revue les travaux effectués à l'aéroport international de Douala, notamment sur le complexe d'étanchéité après l'incident survenu le 15 septembre dernier. La météo s'intéresse à la politique, plus précisément au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal La Météo parle donc de cette alerte à la déstabilisation des institutions. Le parti de Paul Biya mobilise sa base contre les coups d'État. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en mouvement depuis ce 21 septembre. Le secrétaire général du comité central du RDPC, parti au pouvoir, a stratégiquement choisi de commencer sa tournée par Yaoundé, capitale du Cameroun, par ailleurs chef-lieu de la région du centre. Outre la préparation des futures échéances électorales, la présidentielle notamment, l'avalanche des putschs en Afrique ces derniers temps a figuré en très bonne place au centre des préoccupations. RDPC, le SG Jean Kueté bat le rappel des troupes. C'est la une du journal Réalité Plus qui revient également avec cette tournée lancée par Jean Kueté hier 21 septembre 2023. L'activateur, ce bi-hebdomadaire d'enquête et d'activation politique, parle également du RDPC. Jean Kueté en tournée dans les régions. Le SG du comité central a démarré
démarré hier un périple politique couplé avec des séminaires de formation du parti dans les 10 régions du pays. Du côté de Mbangasina, on nous fait donc savoir que le cacao rend riche 105 tonnes vendues mercredi dernier à 1760 francs CFA le kilogramme, soit 184 800 000 francs CFA empochés par les cacaoculteurs en toute transparence. C'était lors de l'opération spéciale de vente groupée de cacao présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, à Tangana. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui est en kiosque par le sport et s'intéresse plus précisément à la saison sportive. Le clou du spectacle, le stade Omnisport de Yaoundé fait peau neuve pour accueillir dans 2 jours la finale de la Coupe du Cameroun de football entre Fovu Club de Baham et PWD de Bamenda. Les autres fédérations sont également à l'honneur avec la remise solennelle des trophées. Restons en sport et parlons du classement FIFA avec Émergence. Ce quotidien nous fait donc savoir que les Lions indomptables gagnent 2 places dans ce nouveau classement qui a été rendu public. L'intégralité de ce classement est à lire en page 11 du journal Émergence qui est disponible en kiosque. Toujours en sport, le journal Le Jour parle de CAN féminine de football 2024. Le Cameroun affronte donc le Kenya ce soir. C'est ce que nous dit ce journal en pied de une. Ce match compte pour les éliminatoires et se disputera donc au stade de la réunification. Éducation des syndicats d'enseignants rejoignent OTS. Les griefs formulés par les enseignants non syndiqués pour justifier leur colère sont répercutés par les syndicats invités à la négociation. Mutation de Georges Alain Boyomo parle également de ce mouvement. OTS-OTA, la grève se radicalise. Face au silence embarrassé du gouvernement, le mouvement se durcit 2 semaines après la rentrée scolaire. Et si on retrouvait cet autre journal en kiosque, le journal L'économie qui nous permet de refermer cette revue de presse, acte 2 sur Info TV, parle de la pénétrante est de Douala. Les travaux de la phase 2, toujours au ralenti. L'état des lieux du chantier a été effectué par le ministre des Travaux publics cette semaine. Ombessa Mbangasina, l'impact du mauvais état de la route sur les activités agricoles. Cet impact nous est présenté en page 5 du journal de Thierry Ekouti qui nous permet donc de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce vendredi 22 septembre de l'an de grâce 2023. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal disponible en kiosque. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Vous ne partez pas, le 19h et le 20h tous les soirs. Exact. Le fait saillant de l'actualité et qui sera développé. Au 19h et au 20h sur Info TV, ce soir, on va parler des cas d'infidélité, qui permettent qu'on puisse enregistrer des décès. Aujourd'hui, de plus en plus, on a donc des décès qui surviennent suite à des cas d'infidélité enregistrés dans les foyers. Ce sujet nous intéresse aujourd'hui et au 19h et au 20h, on en parle, on donnera la parole non seulement au public, mais également aux experts, donc les psychologues et les sociologues, afin qu'on puisse voir de près cette situation qui de plus en plus monte en puissance. Les réseaux sociaux en font large écho depuis un moment. C'est vrai que j'ai vu une photo justement sur ces réseaux sociaux, une femme couchée nue. Apparemment son amant ou son copain, qui était un homme, ce que nous appelons vulgairement au Cameroun un homme en tenue, qui lui a filé une balle dans sa partie intime. Et la dame a rendu l'âme. On parle d'infidélité. Exact. Il y a une autre information où une dame s'est donné la mort parce qu'elle a découvert l'infidélité de son homme. Et elle se donne la mort. Elle a tellement été choquée de savoir qu'elle partageait ce fruit défendu avec une autre femme. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas également condamner l'égocentrisme de cette dame? La très grande gourmandise. Perfecto, elle est décédée. Que son âme repose en paix. Merci. TVB, El Perfecto. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur, très bonne suite d'émission à vous et surtout très belle montre. Eh ben, alors celle-ci, c'est du Cartier. C'est pas un Vorada, Cartier. C'est la marque La Monde. C'est du Cartier. Exact. Je l'ai acheté à Londres. Il y a 3 ans. Exact.
et elle fonctionne encore à merveille. Perfecto. Lorsque vous faites ça, beaucoup de personnes diront qu'on a beaucoup d'argent. Hein. Et qui vous a dit qu'on n'en avait pas? Vous faites toutes vos courses en Europe. Qui vous a dit Ceux qu'on qui en sont avait journalistes à Info TV sont quand même mieux nantis que le Camerounais moyen. Hein? Donc, non, Biloa avait nous baloqué ce matin. Le Camerounais moyen vit avec moins de 50 000 francs par mois. Vous êtes au-dessus de 50 000. Bon week-end. Ça, c'est la vérité. Bon week-end et tout bon. Alors, Ce n'est pas Blaireau qui me démentira. au moment TVB nous livrait cette quintessence de l'information parue en kiosque, il y a le journal de notre ami Boyomo de Mutation qui parle de OTS. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, OTS ici au Cameroun veut dire on a trop supporté. C'est un mouvement des enseignants entre guillemets indignés. La grève se radicalise pour ce qui est du mouvement OTS. Je passe d'abord la parole justement au professeur Edmond Biloa. C'est vrai que lorsqu'on parle de OTS, ce sont les enseignants du secondaire. Certains ont lancé un J'étais mouvement. enseignant du secondaire avant d'aller à l'université. Ah d'accord, ça c'est très bien. Là, c'est fait donc vous maîtrisez les deux ordres d'enseignement. Oui, tout à fait. J'étais professeur d'espagnol au CS de Ntonga. Donc, je connais les deux systèmes. Quel est le regard que vous posez justement sur ce mouvement OTS au Cameroun qui est revenu en scène et qui estime que le gouvernement n'a pas tenu parole comme il avait dit à une certaine époque concernant leurs revendications? Bon, je dois d'abord dire que les revendications des enseignants sont fondées. Et le gouvernement l'a reconnu. Et le président de la République a décidé de réagir positivement à leurs demandes. Toutefois, toutes les demandes des enseignants n'ont pas été satisfaites. Néanmoins, j'ai lu un communiqué du gouvernement qui disait qu'à la fin du mois d'octobre, toutes les revendications seraient satisfaites. Donc, ils ont décidé de procéder par étapes. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Le pays fait face à beaucoup de difficultés financières. Il y a un problème, hein, professeur Edmond Biloa, je vous suggère de garder d'ailleurs le microphone. Lorsque nous parlons des élèves, de ceux qui sont sortis par exemple de l'EMIA, on ne dit pas que non, les problèmes vont être résolus progressivement. Quand on parle de ceux qui sont sortis de l'ENAM, on ne dit pas que non, les problèmes vont être résolus progressivement. Et il y a d'autres écoles. Mais lorsqu'on parle des enseignants, c'est là le gouvernement commence à tenir ce genre de langage. Est-ce qu'à un moment donné, au Cameroun, ce n'est pas clair que le gouvernement de la République méprise les enseignants? Non, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que le nombre d'enseignants est nettement plus élevé que les diplômés de l'ENAM ou les diplômés des facultés de médecine. C'est aujourd'hui qu'on a su que le nombre est élevé. Maintenant, il faut reconnaître, et ça, le gouvernement l'a reconnu, que les administrations en charge de la gestion des dossiers des enseignants ont été fautives. Parce que pendant longtemps, les dossiers se sont amoncelés et n'ont pas été transmis à temps au ministère. Professeur Edmond Biloa, lorsque vous dites qu'il y a beaucoup plus d'enseignants, qu'est-ce que vous mettez dans la prévision lorsqu'il s'agit de la gouvernance dans un État? Je suis en train de parler, non? Puisque je vous dis que... Qu'est-ce que vous mettez en prévision? Les administrations concernées n'ont pas fait le travail qu'elles auraient dû faire. Et ça a été reconnu. Et comme ça a été reconnu, qu'est-ce qui a été fait? Mais non, des décisions ont été prises pour que la situation s'améliore. Merci. Voilà, donc les administrations concernées n'ont pas fait le travail qu'elles auraient dû faire à temps opportun. C'est-à-dire que les dossiers doivent partir des ministères concernés vers les finances, donc les ministères concernés prennent les dossiers, ils doivent les acheminer à la fonction publique, laquelle doit les acheminer au ministère des Finances. Donc il y a eu un problème de gestion de la carrière des enseignants
par les administrations qui étaient concernées dès le départ. C'est compris. Et ça a été On a compris, professeur. Et le gouvernement a pris la résolution Professeur, on a compris. de gérer ces problèmes. On a compris. Je passe la parole au consultant Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, la grève se radicalise du côté du mouvement OTS. On a trop supporté. Que devrait faire le gouvernement? Le gouvernement a-t-il agi comme cela devrait être, comme il devait agir? Parfois, ici, au-delà de ce que le gouvernement aurait dû faire ou devrait faire, il faut dénoncer quelques administrateurs zélés qui se foutent un peu de la gueule des enseignants. Il y a des sous-préfets qui menacent les enseignants. Il y a des commissaires de police qui convoquent les enseignants. Vous comprenez ça? Il y a des commissaires de police qui dressent des convocations à remettre aux enseignants qui ne vont pas donner cours. Je crois qu'il faut faire très, très attention à tous ces sous-préfets et commissaires et autres zélés. Quand vous avez vos problèmes, personne ne vous menace. Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et empêcher que l'enfant ne pleure. Un être humain se plaint quand il a mal. Donc, ils se plaignent parce qu'ils ont mal. Et d'ailleurs, le groupe des enseignants du supérieur va bientôt les rejoindre. Ah bon? Les enseignants du supérieur ont adressé un préavis de grève au ministre de l'enseignement supérieur. Professeur Bilor, vous allez aussi gréver? Non, je suis au courant du préavis de grève. J'ai demandé si vous allez aussi gréver. Je suis membre de l'administration universitaire. Les recteurs. Il ne m'appartient pas moi, je vais les recteurs, les doyens. Cela étant dit, je dois vous dire que j'ai été membre du syndicat des enseignants du supérieur. Vous avez J'étais d'ailleurs le représentant du CINES à la faculté de lettres. Alors, le CINES a envoyé donc. Mais maintenant que je suis vice-recteur, voilà. Je ne peux pas être au-devant de la grève. Attendez un peu. Si le vice-recteur constate que ses collègues ont raison, il ne peut pas mettre au tablier de la grève. Non, je facilite la communication. Vous facilitez la grève? Non, je facilite la communication. Vous bloquez donc plutôt la grève? Non, je facilite la communication entre les enseignants et l'administration. C'est compris. C'est ça le rôle d'un enseignant. Pierre Blériot. Les enseignants du supérieur ne revendiquent pas une chose extraordinaire. Ils revendiquent la prime trimestrielle liée à la recherche et au perfectionnement de l'enseignement qui a été instaurée par le chef de l'État en 2000. Mais elle vient d'être payée. Non. Il y a beaucoup d'autres choses et elle-même, pas en totalité. Vous savez tout ce que les enseignants du supérieur revendiquent. Maintenant, si vous ne pouvez pas les aider, ne les bloquez pas non plus. Je reviens au niveau de ceux du secondaire. Non, il faut donner les faits aussi. Ceux du secondaire sont dans leur bon droit. Nous, quand on dit que d'ici octobre, on payera la totalité parfois ici, les Bassa disent que le cadavre qui va ressusciter, on le reconnaît aux yeux. C'est-à-dire, tu regardes les yeux du cadavre qui va ressusciter comme ça. Dites l'ambassade. Tu regardes comme ça, tu vois que le cadavre va ressusciter. Et le cadavre qui va ressusciter, ses yeux sont souvent très mal fermés. Donc, vraiment, le cadavre là, en fin octobre, ne va pas ressusciter. Merci bien. Et les anciens ne sont pas bêtes de comprendre que octobre, c'est demain. Depuis qu'ils ont... Non, on est en fin septembre. Non, vous pouvez payer 190 milliards en un mois. Mais le Cameroun... Vous n'avez pas pu dégreffer ça depuis des mois. C'est en un mois que on va ramasser ça. Enfin, l'un des prisonniers politiques très argentés va vous verser cet argent. Vous n'aurez plus toutes les obligations que vous avez. Non, le plan est le suivant. Je suis enseignant. La fête de l'enseignant, c'est le 5 octobre. Votre plan, c'est que les enseignants se mettent à enseigner normalement. Or, vous voyez, l'enseignant est très paternel, très maternel. Une fois qu'il aura établi cette connexion avec les élèves, il lui sera difficile de la rompre. Et c'est toujours sur le sentimentalisme que l'État joue sur la question des enseignants. Après, ça devient non. On était déjà au chapitre 4. On avait amorcé et il faut... Non. Il faut libérer ces gens-là. Merci. Et moi, je vous donne une push. L'argent, tout ce qu'on ramasse au TCS d'argent, des biens et autres, vendez ces biens-là.
libérer les enseignants. Bon, non, docteur Noubissé, non, passons d'abord la parole, docteur. Professeur, vous parlez beaucoup ce matin. Professeur Noubissé, j'ai même rabaissé le professeur Noubissé. Professeur Noubissé, la question des enseignants est posée ce matin. Au-delà de tout, un enseignant reste un enseignant, qu'il soit l'enseignant de la maternelle, du primaire, du secondaire ou alors du supérieur. Est-ce que nous voyons quand même une espèce de solidarité de vous qui êtes au supérieur à l'endroit de ceux qui sont au secondaire, ou alors vous observez calmement la scène, ça ne vous dit rien? Non, moi je pense que vous avez déjà répondu à votre question. Tout à l'heure, vous avez dit C'est-à-dire que ça ne vous dit qu'il y a rien. un préavis de grève de l'enseignement supérieur. C'est ça votre manière de soutenir ceux du secondaire? Non, écoutez d'abord, M. Pafa ici. Lorsqu'on dit, nous sommes dans une solidarité avec tous ceux qui partagent le même corps de métier que nous. En tant qu'enseignant, c'est extrêmement difficile et compliqué de savoir que d'autres sont marginalisés, d'autres revendiquent des dus qui ne leur sont pas payés. Et c'est tout à fait logique que nous puissions être solidaires vis-à-vis d'eux. Et nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà parce que, qu'on ne le veuille pas, l'enseignement, c'est tout un grand corps qui commence par la maternelle et ça peut finir au supérieur. Et quand la chaîne n'est pas prise en charge, le supérieur, c'est-à-dire ce qui arrivera un peu en amont, sera un peu plus délicat. Bon, nos solidarités est presque professionnelle. S'il y a une grève avec une suspension entre guillemets d'une année blanche, il n'aura pas de baccalauréat à l'université, la première année risque à être faite. Mais bon, c'est une chaîne de solidarité qui est déjà imposée du fait seulement de partager la même profession que nos amis du secondaire, du primaire et de la maternelle. Bon, c'est une solidarité. C'est une question extrêmement pertinente parce que ça va de la représentation même des enseignants au Cameroun. Quelle est la représentation qu'on élabore de ces enseignants? Est-ce qu'ils sont prioritaires dans les prises de décision? Vous avez dit tout à l'heure que certains fonctionnaires d'autres corps de métier, leur traitement va plus rapidement que celui des enseignants. Ça montre qu'il y a un problème de représentation. Je vous pose quand même une question. Qu'est-ce qui peut continuer à expliquer que dans ce pays, sauf si on va me démentir tout à l'heure, qu'un monsieur qui entre à l'école normale, on sait qu'il doit faire 3 ans ou alors 5 ans, on parle d'années. Il sort donc justement de cette école de formation et il attend encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'obtenir son salaire. Qu'est-ce qui explique par contre que celui qui est à l'ENAM, au moment où il sort de l'ENAM, nous ne faisons pas une fixation sur l'ENAM, nous voulons seulement que nous comprenions bien. Parfois même quelques mois avant qu'il ne sorte de cette ENAM, il a presque tout son salaire. Comment vous expliquez ça sur le plan psychosociologique? Très bien. Moi, je parlerai rapidement de la représentation sociale. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quel est le regard qu'on porte sur les enseignants? Le regard du mépris? Quel est le regard qu'on porte sur ceux de l'ENAM? Quel regard qu'on porte sur ceux de l'EMIA? Bon, de manière naturelle, il y a un problème de représentation sociale. Il y a un problème de perception et de valeur qu'on attribue aux uns et aux autres. Mais il y a également quelque chose qui est fondamental, c'est la machine qui travaille dans ces différents ministères. Parce que et vous allez vous rendre compte que souvent certains problèmes ne devaient pas exister. Mais il y a des individus qui, dans certains ministères, décident de la carrière des autres. C'est-à-dire les dossiers qui devaient être diligentés. À un moment donné, quelqu'un les prend, il les met dans son tiroir. Et quand il y a eu le mouvement On a trop supporté, avec les enseignants indignés, j'étais vraiment indigné également de savoir que dans le processus d'enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait un Camerounais, un fonctionnaire qui avait pris les dossiers de certains et les avait gardés dans son tiroir. Il est où ce Camerounais? Et on a même demandé à ce Camerounais de diligenter ces dossiers, ce qui n'a pas été fait. Bon, ça montre donc qu'il y a un problème de fond qu'il va falloir régler. Il y a une machine qui a été, voilà, s'il a été relevé, comme le dit le professeur, il y a une machine qui est mise en place. Parfois, ce n'est pas l'État. Parfois, ce sont les individus. Je prends un exemple facile. Le mois passé, je suis allé au ministère de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, lorsqu'on dit enseignement, il y a 3 acteurs principaux. Il y a l'enseignement, il y a les enseignants, il y a les enseignants. Alors, moi, je ne peux pas arriver dans un ministère qui est le ministère de l'enseignement supérieur. Moi, je me présente en tant que professeur d'université et qu'on me dise qu'il y a un dossier plus prioritaire que moi. Les dossiers les plus prioritaires dans le ministère de l'enseignement supérieur devaient être sur l'enseignement, les enseignants
et les enseignants. C'est-à-dire, chaque fois qu'un étudiant frappe à cette porte, il doit être reçu. Alors moi, j'ai été indigné également parce qu'il y a des gens qu'on a recrutés pour rendre service. Qui a parlé comme ça était enseignant du supérieur. Il n'est pas enseignant supérieur. Voilà, c'est souvent des cousins, des creuseurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses. Et ça crée des frustrations qui ne devraient pas exister. Dans la société actuelle, nous devons laisser de côté nos individualités. Quel que soit le corpus, quel que soit l'environnement dans lequel tu dois travailler, tu dois mettre de côté tes individualités pour servir la nation, pour servir le peuple. Et ces dossiers-là, si vous entrez dans les fonds baptismaux de ces dossiers, vous vous rendez compte que non, normalement, puisque je prends un exemple facile, quand on nous recrute en fonction d'une ligne budgétaire et qui est parfois déjà presque connue. Mais ces enseignants-là, quand vous allez voir la ligne budgétaire, à partir de laquelle on devait extraire le salaire, ce sont les lignes budgétaires qui ont été épuisées. Et ça a été fait, il y a quelqu'un qui a fait ce travail, c'est une expertise qui avait été faite dans ce sens pour montrer que on ne peut pas comprendre pourquoi ils ne sont pas payés. Parce que c'est de l'argent qui a été certainement utilisé pour d'autres fins que les fins pour lesquelles c'était alloué. Bon, c'est une question d'individu, qui bloque un système et qu'il va falloir peut-être fouiller à fond pour que certaines bases soient éliminées. Bernardo Basson, au regard de la situation de l'enseignant au Cameroun, surtout celui justement du secondaire, peut-être aussi du primaire, est-ce que cela peut être encore de nature à susciter des vocations lorsque vous êtes un élève qui a en troisième, seconde, première, vous voyez comment les enseignants, vos enseignants, sont aussi maltraités, méprisés dans la société? Ça vous donne encore l'envie d'être enseignant, d'aller à l'école normale? Fatalement, non. Moi, précisément, j'ai été enseignant du secondaire pendant de longues années. Et si j'ai voulu être enseignant, c'est parce que moi, j'ai eu un enseignant à l'université qui m'a fait aimer l'enseignement par sa manière d'être. C'était un professeur de droit administratif, il s'appelle le professeur Abba Oyono. Il m'a enseigné le droit. C'est un homme tellement drôle. Le professeur Abba Oyono. Oui. Moi, je l'ai connu quand il commandait la commission permanente de médiation et de contrôle au niveau du droit d'auteur et du droit voisin. C'est ça, il a été au droit d'auteur. Moi, je suis fan du personnage, vous voyez. Je l'ai tellement admiré, tellement apprécié. Il a fait une sortie compliquée il y a quelques mois également sur une chaîne de télé. Oui, je m'en souviens très bien. Il a mélangé un peu de boulot aussi sur le plateau. C'est parfait. Et si votre question tombe à pic, parce qu'aujourd'hui, je demandais encore dernièrement à une de mes petites sœurs, si jamais elle ne veut pas être enseignante, elle m'a dit non, je ne voudrais pas. Les enseignants sont miséreux et misérables, surtout ceux du secondaire, elle me l'a dit. Vraiment. Même si ce n'est pas le cas à la réalité, de la peinture qui est faite des enseignants, ce n'est que ce substrat qui se dégage. Dans un pays, il faut savoir que les enseignants, les médecins et les religieux sont tous des médecins. Les religieux sont médecins de l'âme. Les médecins scientifiques sont médecins du corps. Et les enseignants sont médecins de l'esprit, à la réalité. Donc, ils devraient être respectés pour tout ce qu'ils apportent à l'humanité. On a plus besoin d'un enseignant que d'un magistrat. Ça peut être choquant. Tout magistrat passe par un enseignant. De la maternelle jusqu'à son niveau. Même à l'ENAM, il est enseigné par quelqu'un. Tout le monde passe devant les enseignants. Donc, autant que nous soyons, on a tous besoin des enseignants par lesquels on passe, qui nous forment ou nous déforment pour quelques-uns, mais qui nous forment pour la plupart. Donc, parfait ici, un pays qui se veut émergent, qui se veut structuré, ne néglige pas la valeur de l'enseignement. Au Cameroun, on ne comprend toujours pas pourquoi c'est le cas. Je ne peux pas répondre. Mais comme vous le dites, pour les élèves aujourd'hui, moi je me souviens, certains de mes élèves disaient à demi-mot que les enseignants n'ont rien. Tandis que parfois certains douaniers, qui parfois ne sont même pas plus brillants que certains enseignants, eux ils avaient tout. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Autre chose, M. Mika a commencé à l'évoquer. Moi j'ai vu récemment un gouverneur qui a menacé les enseignants. Qui lui a dit vraiment, pour ceux qui ne viendront pas, ils seront sanctionnés. Parfois ici c'est extrêmement abusé. Ça n'a juste pas de sens. Comment fait-on? Parmi les enseignants, les avancements pour beaucoup ne passent pas. Les 2 tiers pour beaucoup ne passent pas. Même la reconnaissance sociale qu'on devrait leur accorder.
rien ne passe. Même pour leur accorder des crédits, parfois, c'est compliqué. Ils vont dans des ministères, ils sont mis à la porte. Quelques-uns qui sont neveux ou nièces de ponte du régime peuvent être mis en détachement ailleurs pour avoir quelques postes privilégiés. Mais dans l'ensemble, leur assiette est complètement banalisée. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc vraiment, le gouvernement n'a pas à comprendre qu'il fait une faveur aux enseignants. Non. Merci. Ce n'est pas un thème à inscrire à l'ordre du jour. Hein. J'ai un seul problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Malheureusement, le professeur Bilois veut intervenir. Pierre Bleureux aussi. Je vous donne exactement 60 secondes. Oui. Vous savez, l'enseignement est très important. Aux États-Unis, il y a quelques années, on a fait un sondage. On a demandé aux jeunes, qu'est-ce que vous souhaiteriez être dans la vie? Ils ont dit, soit président des États-Unis, soit enseignant. Ça, c'était vraiment aux États-Unis. Ça veut dire que si on pourrait faire le même dans sondage les au plus Cameroun, grandes nations, l'enseignement est très, très important. Maintenant, le regard social qu'on jette sur l'enseignant, il n'est pas bon au Cameroun parce que le traitement de l'enseignant n'est pas celui qu'on attendrait. Vous voyez. Si vous voyez le salaire des enseignants au Cameroun et vous le comparez à d'autres pays, que faut-il donc faire? Il faut améliorer la recherche des solutions. C'est ça. Que faut-il faire? Je suis d'accord. Il faut améliorer les conditions de travail, de vie des enseignants. Cela signifie qu'il faut donner de l'argent aux enseignants. C'est ce que ça veut dire. Il faut augmenter les salaires des enseignants. Il faut que les salaires des enseignants soient conséquents. Pour l'instant, nous ne sommes même pas encore au niveau des salaires. Nous sommes encore au niveau de leurs revendications légitimes. Comment vous allez donner de l'argent si vous n'augmentez pas les salaires? Pierre Bleureux, mec. Parfait. Je crois que l'État nous pousse à un conflit interprofessionnel qui n'a pas lieu d'être. Tout à fait. Pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie des enseignants, nous n'avons même pas besoin d'évoquer le cas des autres. C'est comme vos enfants. Quand vous êtes un bon parent, vous n'allez pas justifier le fait que vous n'ayez pas donné ceci à tel enfant au motif que tel autre enfant. Malheureusement, Pierre Bleuriot, pour le cas d'espèce, comme nous sommes en société, nous sommes obligés d'évoquer. Parce qu'au niveau des autres corps de métier, nous voyons clairement qu'ils sont mieux. Non. Et maintenant, au niveau des enseignants, ce sont des misérables. Mais on est donc obligé d'évoquer. Je vais vous montrer le problème des enseignants. Les enseignants sont en grande partie leur propre problème. Vous ne verrez jamais que lorsque les autres corps de métier revendiquent à l'intérieur de leur corps que leur chef hiérarchique s'oppose à eux. Non. Ils revendiquent en même temps. Et en off ici, quelqu'un nous a dit comment on a fait pour augmenter le salaire des magistrats. C'est même les hauts magistrats qui ont revendiqué les premiers. Chez nous, on a caporalisé. Nous pensions que on rêvait d'un pays où on aurait pour président un enseignant. Vous savez, dès qu'un enseignant devient proviseur, c'est lui qui terrorise ses collègues. Parfois, ici, personne... C'est un corps de métier dans lequel on ne va pas chercher les gens des autres corps pour venir vous commander. C'est vous-même qui vous commandez. Mais dès qu'on donne à quelqu'un le titre de proviseur, le lendemain, il vous appelle, il vous dit, si j'entends encore qu'il y a la moindre grève, vous allez me sentir. Vous voyez ce monstre se transformer, ce Frankenstein se transformer sous vos yeux. Donc on imagine même que devenu même président de la République, les enseignants ne défendront pas la cause des enseignants. C'est regrettable. Celle qui gère le ministère des enseignants là, elle est enseignante. Elle est enseignante. Vous regardez comment on a fait. Le ministère de l'enseignement supérieur, celui qui le gère, est un enseignant. Donc, on a affaire aux gens qui se font du mal de base, c'est un enseignant. Bon, ils se font du mal eux-mêmes. Voilà. Oh là là, le professeur Loubissiev aussi. Finalement, moi j'ai encore beaucoup de rubriques. Non, pourquoi vous avez parlé des enseignants subitement? Il faut nous juste en tant que psychologue, j'aimerais également dire quelque chose à ceux qui vont rêver faire pratiquer ce métier d'enseignant. Avec ce que nous voyons là. Non, je pense qu'il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a un plaisir fou. Vous êtes sûr que moi-même j'aimerais que mon fils soit enseignant avec ce que je vois là? Il y a quelque chose de spécial dans ce métier. Il y a quelque chose de spécial. Moi, j'étais au palais du Congrès un jour. Oui. À l'époque, j'étais vacataire. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas bonnes. J'étais vacataire. Alors, j'étais avec mon ami qui était inspecteur des impôts. Enfin, il est toujours inspecteur des impôts. Alors, quand nous sommes entrés, il y a une dame qui voulait seulement me toucher la paume de main.
Elle a versé tout ce qui était devant elle. Parce qu'elle voulait me saluer. Bon, pour dire aux gens, Elle vous connaissait où? À l'université. Ah, d'accord. J'étais enseignant vacataire à cette époque. Pour dire, il y a quelque chose que ne banalisons pas à souhait ce corps de métier. Et lorsqu'on parle de la vocation, c'est comme une inspiration divine. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire ce métier et lorsqu'on a reçu cette onction ou cette inspiration-là, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, est-ce que ce ne sont pas ce genre de mots-là qui dérangent aussi, professeur? Je vous dis quand on parle des enseignants, on amène les mots, les mots, suivez très bien. Vocation, suivez très bien. On parle de la divinité. Non, suivez très bien. Très bien. Et il n'y a pas la vocation chez les autres. Je suis psychologue. Et nous, les psychologues, nous pensons parfois que certains plaisirs ne sont pas toujours matériels. Il y a des plaisirs qui sont plus forts. Ce jour-là, j'ai eu un plaisir. Ton bailleur va entendre que certains plaisirs ne sont pas matériels. Je ne dois pas être redondant vis-à-vis de ce que le professeur Bilo a dit. Il a dit qu'il faut réviser les conditions. Je suis d'accord avec lui. Mais j'ajoute un élément de plus. Vous dites qu'il y a certains plaisirs qui sont immatériels. C'est ce que vous avez dit, non? C'est ce que je l'ai dit, oui. Et ce que vous allez dire à votre bailleur lorsque vous avez 3 mois d'arrêt? Suivez très bien. Peut-être on ne se comprend pas. J'ai dit ceci. Le professeur Bilo a dit qu'il faut revaloriser les conditions de vie et de travail des enseignants. Je ne voudrais pas être redondant. Très bien. Même c'est pas y insistant qu'on va cesser de dire ce qu'on peut également dire à certains. Parce que vous avez l'impression que c'est une vocation, c'est un travail qui est très compliqué. On vous invite à quelque chose de très beau, de divin, le sacerdoce. Mais je veux lui dire ceci, je veux partager avec lui cette petite galette. Professeur Noubissi, j'espère que je vais après intervenir, monsieur Papa. Si la pauvreté vous tient, il y a 3 grands mots qui vous guettent inéluctablement. Le mensonge, le vol ou le manque de dignité. Les 3 mots vous guettent. C'est-à-dire que l'enseignant devient un menteur. Quand il sort de chez lui, il dit à sa femme de dire à la bailleuresse qu'il n'est pas là, qu'il a voyagé. Donc il enseigne à ses propres enfants à mentir. L'enseignant devient un voleur parce que dans les salles de classe, il improvise des photocopies qui n'existent pas. Et quelquefois, après, il oublie de faire les photocopies. Il dit que vous pouvez faire ça comme ça. L'enseignant perd sa dignité. Avant donc d'évoquer même les prêtres aujourd'hui ne s'amusent pas avec leur affaire là. D'ailleurs, j'ai vu un prêtre dire à un autre prêtre dans sa chapelle que tu es venu ici comme invité. L'affaire d'argent ne te concerne pas. Donc, si les prêtres, qui sont on dit les prêtres et pasteurs, on dit qu'ils sont les hommes de Dieu, ne jouent pas avec leur salaire, ne jouons pas avec celui, comme Parfait l'a dit, les enseignants ne revendiquent même pas, dans le cas du secondaire, ils ne sont pas encore au niveau de l'augmentation. Ils disent que donnez ce que vous avez promis là, qu'ils méritent déjà. Et là-dessus, il ne faut pas philosopher, il ne faut pas les amener à devenir divins. Vous savez déjà que le métier est beau, mais on ne mange pas la beauté du métier. Bon, merci bien. En fait, juste pour dire rapidement que je partage entièrement tout ce qui est dit. Je suis d'accord que les dossiers des enseignants soient diligentés. Je suis également d'accord que les conditions de vie, ça rime aux conditions de vie. Parce que ça, la difficulté, c'est qu'il faut arrimer les conditions de vie des enseignants à l'évolution économique du contexte, afin que les enseignants puissent avoir le minimum pour exercer leurs fonctions. Ça, je le dis. Mais je veux ajouter un plus qui est celui de quelque chose qui n'est plus matériel. Et je vais le dire également, c'est que enseigner, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de bonheur déjà. Le bonheur étant affamé. Non, suivez bien. Quand vous avez faim, vous avez du bonheur. Suivez très bien. Et un enseignant a faim. Il a du bonheur. Suivez très bien, j'ai dit ceci. Si les conditions de vie sont améliorées, c'est ça que je suis en train de dire. Si les conditions de vie sont améliorées, si les conditions d'exercice, comme l'a dit le professeur, les conditions de travail. Si elles ne le sont pas, nous encourageons la grève. Non, si elles ne le sont pas, personne n'a dit, je n'ai jamais dit que je n'encourage pas la grève. On encourage la grève afin que les conditions soient améliorées. C'est compris. Oh là là, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Une transition.
La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo. Aujourd'hui, on dénonce encore un comportement maladroit, un comportement de vol de la part de l'agence Eneo de billets massifs. Eneo envoie à un usager, et à plusieurs usagers d'ailleurs, plusieurs consommateurs, une facture au courant du mois de juillet dans laquelle il n'y a pas d'impayé. Donc la facture vient normalement avec le montant consommé. Le mois d'après, au cours du mois d'août, Eneo envoie une facture dans laquelle il y a des impayés de 11 000. L'usager va devoir vous demander que mais ces impayés-ci viennent d'où? Puisque le mois dernier, il n'y avait pas d'impayés, les mois d'avant non plus. On lui répond que les machines ont bugué. Et puisque les machines ont bugué, cela a créé des dysfonctionnements. Ce sont en fait les impayés de 2022. Il dit même jusque-là, je ne me reconnais pas parce que je n'ai pas de dette auprès de votre structure qui date de 2022. On le contraint donc à payer et on le menace de le couper si jamais il ne paye pas. Pourtant, eux-mêmes confessent que cela vient du bug de leur machine. Donc, face à ce genre de cas, les démineurs ont fait comment? Très bien. J'avoue que moi, j'ai été victime. Qui n'a pas été victime? Je paye normalement mes factures d'électricité depuis 5 ans, où j'ai le compteur en question. Un beau matin, il y a une facture de pratiquement 190 000. Ben, je tombe de nuit si je ne comprends pas. 190 000, je n'ai même pas ajouté une ampoule. 190 000 sortent d'où? Je m'en vais donc au niveau de l'agence d'un SAM, pour m'enquérir de la situation. Après, je rencontre la chef d'agence, elle appelle un de ses collaborateurs, et ainsi de suite, discussion sur discussion. J'avais amené tout un ballot de mes factures. Pour leur montrer un tout petit peu la fourchette. Historique. Elle dit, je paye toujours habituellement entre 20 et 25 000. Comment expliquer que un beau matin, je suis à 190 000? Après, c'est le Camerounais. Le monsieur dit devant moi que parfois il relève les trucs et ils font par estimation. Je lui dis, je ne comprends pas le français là. Par estimation veut dire quoi? Il dit non, ils peuvent venir. S'il n'y a pas quelqu'un, on voit le portail fermé, ils regardent un peu la taille de la maison, est-ce qu'il y a un climatiseur, est-ce qu'il y a 2 ou 3 voitures, et ils estiment un montant. Je demande à la chef d'agence, vous suivez bien ce que votre collaborateur dit? Bon, la suite, je leur ai dit, moi je les attends. Qu'ils viennent couper, je vois. Donc je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Eneo est dans une logique finalement d'énerver les Camerounais. Fraus omnia corrompit. Je vous dis, la fraude corrompt tout. Nous sommes dans. Vous avez vu dernièrement, on nous disait qu'une société tchadienne n'a pas pu livrer un chantier au Cameroun. Les Tchadiens s'étaient énervés. Hein. Voilà. Ils ont dit que vous avez banalisé le Tchad, vous avez dit que... Non, non. J'ai eu beaucoup d'appels. Oui, tout le monde nous... Certains Tchadiens m'ont appelé. Vous dites, vous pensez que les Camerounais dépassent les Tchadiens? Bon. Vous pensez que les Camerounais dépassent les Tchadiens? J'ai dit, ouais, bon. Mon frère, je n'ai pas prévu la querelle. Bon. Est-ce que la France dépasse le Cameroun? Toi-même réponds. Oui. Est-ce que le Cameroun dépasse le Tchad? Oui. Vraiment, ça, il n'y a pas de quoi faire la bagarre. Bon, évitons un combat diplomatique. C'est pas, non, attends, les choses simples comme ça, on stigmatise pour rien. Du point de vue du PIB, le Cameroun est très au-dessus du Tchad, donc il faut le savoir. Donc, mais on en est arrivé là, et Eneo, comme beaucoup d'autres, pousse les Camerounais à bout. Mais comme en même temps, nous sommes un peu plus mal organisés. Parce que vous parlez de votre cas. C'est légion. Eneo nous donne l'énergie électrique par dose homéopathique. On coupe, d'ailleurs, on détruit les aliments dans les... On détruit les appareils. Personne ne revendique. Quand vous revendiquez, ça prend du temps. On vous donne une facture qui est au-dessus de votre consommation. Parce que je vais expliquer un petit truc arithmétique. Il y a ce qu'on appelle la tranche sociale à Eneo.
Elle allait avant de 0 à 110 kilowatts. Et elle était facturée. Parce que depuis, je n'utilise plus le Néo, mais quand j'utilisais. Alors, elle était facturée à 50 francs. Ce qui arrivait dans ces calculs-là, c'est que lorsque vous avez dépassé la tranche sociale, les kilowatts au-dessus étaient facturés à plus de 50 francs, notamment à 75 francs. Parfait, ici, il est arrivé que Eneo fasse un glissement. Dès que vous aviez dépassé 110 kilowatts, Eneo vous facturait tous les 110 kilowatts et plus à 75 francs. Les Camerounais n'ont pas vu. Ensuite, il est arrivé autre chose. On vous donne une facture par estimation 3 fois au-dessus de votre consommation normale, c'est-à-dire facturée aussi au-dessus de la tranche sociale. Quand on vous dit de payer d'abord, comme les gens ne font pas... C'est ce qu'on m'a dit. Non. On m'a dit non, il faut d'abord payer. Je vous explique. Donc, tu penses que tu vas pas consommer ici, même si vous payez ce montant-là, la conséquence, c'est que vous payez une fois 0.5 le montant de votre consommation. C'est-à-dire quoi? Vous devez payer à 50 francs quand le kilowatt était à 50. On vous a fait passer vers une tranche qui n'est pas sociale à 75. Donc, on vous a ajouté 25 francs par kilowatt en dehors du fait qu'on vous impute de payer une facture qui n'est pas la vôtre. C'est donc du vol à ciel. Je vous explique ça pour vous dire que les gens des Néo programment ça. Ils savent que les Camerounais ne veillent pas. Paye d'abord. Au moment de rembourser, même quand ils décident de rembourser, on va compter simplement votre facture mensuelle et dégreffer sur le montant que vous avez payé. C'est du vol. Maintenant, il y a Arcel. Quand vous allez, Arcel écrit même. Vous donne une fiche, vous venez. Effectivement, je suis allé du côté Vous de venez, mais Arcel. Arcel écrit. Les gars de Néo, les bandits, il y a des bandits, il y a une agence qui accompagne Néo là, je ne sais même pas, ils sont habillés, je ne sais pas comment. Ils viennent, montent sur les compteurs, vous coupent tout votre câble, parce que vous avez payé un abonnement. Et ils s'en vont avec le câble, qu'ils vont vendre à d'autres bandits. Au moment de vous rétablir, vous êtes contraint donc d'acheter un nouveau câble. Tout cela, c'est pour pousser les Camerounais à bout. Vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, on est en train de menacer un agent de Néo, descendre, et on va te couper et tout. Ça, c'est du banditisme à ciel ouvert. Et tout ça, aux yeux et sous la barbe de tout le monde. Hein. Très bien. Professeur Edmond Bilois, nous posons là sur la table un cas d'abus venant de la société qui distribue de l'électricité au Cameroun, Eneo. Que devons-nous faire face à ces nombreux abus, sachant que les Camerounais eux-mêmes, pour la majorité, tirent déjà le diable par la queue? Non, je pense que le gouvernement a décidé de régler le problème en nationalisant Eneo. Vous pensez que ce sera la solution? On n'aurait pas dû privatiser l'électricité, tout comme on n'aurait pas dû privatiser l'eau. Il y a des secteurs qu'on ne devrait pas privatiser, parce que ce sont des secteurs clés et extrêmement sensibles. Donc, je pense que petit à petit, le problème va se régler, puisque le Cameroun va nationaliser Eneo. Ah, t'es quand même pas avant. Ceux qui volent l'argent là, ne sont pas des étrangers. Hein. Ceux qui font la facturation, c'est des Camerounais. On va nationaliser et les mêmes seront dans les mêmes bureaux. C'est pas les avant que le privatisme même la Sonel à l'époque, c'est-à-dire que nous avons connu l'étape de la Sonel. On est d'accord, professeur? C'est ça. Le service était déjà bien? Mais il n'y avait pas autant de plaintes. C'est vrai que la population n'avait pas cette... Professeur, ceux qui nous volent là-bas, il n'y a aucun blanc qui nous vole. Il n'y a pas de Tchadien là-bas. Quand Sonel était là, jusqu'à l'âge où je suis parti du Cameroun, je n'entendais pas les gens se plaindre tellement. Merci bien. Professeur Claude Noubissier, c'est un secteur extrêmement important pour toutes les républiques sérieuses du monde. Mais comment comprendre que pour le cas du Cameroun, nous jouons comme ça avec les populations? Oui, on joue tellement avec les populations que de nos jours, quand tu es assis devant ton téléviseur, même pour écouter le journal, plus sur le journal, tu n'es pas sûr qu'à un moment donné, l'électricité ne sera plus fidèle. Il y a ce problème qui est fondamental, malheureusement. Et ça pose un problème à deux niveaux, au niveau des mentalités des gens. Il va falloir effectivement que Eneo plus sensibiliser et communiquer davantage. Parce qu'il y a un problème de communication et d'information à partager et qui fait que le sujet, l'individu s'approprie
le flou et fait de ça ce qu'il veut. Ce qu'on ne dit pas beaucoup plus, j'ai également été victime de cette situation. Vous avez des factures avec des historiques qui marquent qu'on n'avait rien à payer, vous n'avez pas des impayés, mais après on vous donne une facture en disant que vous avez des impayés. Mais quand vous y allez, ils vont vous dire, que ça fait écho à un certain temps, ils disaient qu'il y avait un problème dans leur machine et qu'ils n'ont pas voulu bien expliquer. Quand il y a un problème dans leur machine, c'est le consommateur qui paye. Il y a un problème dans leur machine, il devrait passer par l'historique et faire la moyenne de l'historique. Comme vous avez fait dans votre cas, vous ne devez jamais trouver une facture de 190 000. Il va falloir également leur renseigner, les enseigner. Non, moi je crois que comme ils avaient vu que papa avait eu beaucoup de deuil, ils croyaient que le deuil se passait dans le domicile de papa. Je dis ceci, ça dit qu'il y a un problème. Et quand on a un deuil, la consommation d'électricité augmente. Oui. Il y a beaucoup plus un problème de communication et de bon sens. Parce qu'à un moment donné, lorsque ce flou s'est posé, ils ont exploité ça négativement. La deuxième chose également, c'est qu'ils ne disent pas, ils ne communiquent pas assez pour dire par exemple que quand tu consommes moins, on te facture quand tu factures moins, on te facture moins. Mais quand tu consommes plus, on te facture plus. C'est souvent ce que la population ne comprend pas. Bon, il va falloir mettre une chaîne de communication et d'information afin que les populations soient suffisamment informées et éduquées sur leur fonctionnement. Et également décrier ces mentalités-là qui font que beaucoup de personnes se cachent derrière la machine pour s'enrichir au détriment des autres personnes. C'est ça le problème de fond également. Merci. Quand je passe la parole à Bernardo Basson, c'est justement pour te poser la question de savoir finalement quelle devrait être la posture des Camerounais face à Eneo, même si le procès Bilois me rappelait tout à l'heure que Eneo est en train d'être à nouveau renationalisé. Sauf que M. Nyemeka essayait de lui faire comprendre que Eneo, c'est le board qui sera peut-être nationalisé, mais les employés seront peut-être les mêmes. Ce sont eux qui sont les voleurs. Dans un pays comme le Cameroun, qui a un bassin hydrologique aussi important et qui a un climat aussi généreux, comment fait-on pour le problème d'énergie au Cameroun? Il n'y a pas de raison. On a le soleil, on a l'eau, on a les minéraux, énergie solaire, énergie photovoltaïque, énergie hydraulique, énergie fossile, énergie éolienne. On peut toutes les avoir au Cameroun. Comment on les a pas? Les barrages qu'on veut construire, on vole encore. Ils sont déjà construits. L'homme panda, bon, ok. C'est ce qui est dans le sud là, où la panthère était sortie de la forêt. J'ai même oublié le nom. C'est Menkim ou c'est quoi? Voilà, barrage. Là encore, le vol. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Et celui d'ailleurs qui est concerné par ça, c'est un enfant de la maison. Ce que je dis, c'est quoi? Tu vas, tu leur dis ça. Mais ça habille. Donc, je ne paye pas. J'attends chez moi. Ils disent qu'ils vont couper. Non. Dès que tu dis que tu ne payes pas, ils disent qu'ils vont venir couper. Ils coupent au poteau. Non, il faut arrêter ça, pas ici. Tu t'attends chez moi, tu viens couper donc. Je t'attends là, tu viens couper. Puisque je ne vous dois rien. Tu viens non couper là. C'est une affaire de quoi? C'est trop. On ne veut pas la guerre comme on veut forcer à faire la guerre. On ne veut pas de guerre. C'est pour ça que les populations on ne veut pas de guerre. C'est une affaire de quoi? Et ça peut devenir plus. J'attends chez moi, venez couper. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Avant que nous lisions ces messages, il faut quand même dire que dans ce domaine, il y a justement la société Arcel. Il s'agit de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Si vous avez donc des problèmes de cette nature et beaucoup d'autres problèmes contre Eneo, dirigez-vous du côté de l'Arcel et ils verront comment trouver une solution. Je vous ai parlé de mon cas tout à l'heure. Je me suis rapproché de l'Arcel et je pense que l'Arcel a trouvé une solution. Donc félicitations au directeur général de l'Arcel et à ses employés. Bonjour les démineurs. Vraiment, Eneo, c'est l'arnaque. Il manque le respect à la population avec les coupures abusives non communiquées, mais tout ça, c'est le manque de concurrence. Nos papas ne peuvent pas accepter l'installation d'une autre société dans le pays. C'est Landry de Niala en Colbon qui envoie le message. Bonjour, parfait. Et votre panel, parfait. La note du président de la République portait la mention urgent. Mais comme d'habitude, le mépris que certains membres du gouvernement portent sur la personne du président a
un effet de contagion sur les enseignants du secondaire. Perfecto, ce qui fait mal est que pendant qu'on demande aux enseignants de serrer les ceintures, d'autres étant encore à l'école mènent déjà une vie de palace. Et si nous étions tous conscients que le pays n'a plus de grosses choses, nous devons tous serrer la ceinture. La plupart des membres du gouvernement n'aiment pas ce pays. Ils gèrent avec des logiques que eux seuls le connaissent. Quelqu'un qui a crié la grève à l'université de Boya. Merci beaucoup. Hein? Et il finit en disant que je vous mets au défi. Le Cameroun ne sera jamais émergent en 2035. Cela signifie que vous avez regardé le cadavre. Et vous avez vu ces yeux sont bien fermés. Bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Parfait ici, Monsieur Blérugnemek ne vous dit, je sais pas ce qu'il dit, hein? Je vois, ne vous dit même pas tout, ne vous disent pas tout sur une néo, facture, les installations qui sont coupées depuis plus d'1 an. C'est à Sénat-Sergent, du côté des Bolova. Bonjour Parfait à ici et à tout ton panel. Monsieur Niemek, nous ne voulons plus les promotions par attribut en 2023. En prendre le mérite. Pour la dénonciation, je suis d'avis avec le panel. Je pense que j'ai lu un autre message, hein. Pas celui d'aujourd'hui. Maintenant, je lis le message d'aujourd'hui concernant cette personne. Bonjour Parfait, ici il y a tout ton panel. La dénonciation de Bernardo Basson, c'est mon cas. Le mois d'août, Eneo me doit, et voilà 700 francs. Hein. Et la facture de septembre, c'est maintenant moi qui ai une dette de 1000 francs. Je me demande seulement si Eneo fait la sorcellerie. Et pire, ils viennent toujours chez toi vers 11h quand tu es au travail. Ils le font à dessein. Concernant le problème des enseignants, au-delà de la dette, ils ont demandé un statut particulier. Et Blériot, tu as tout dit. Le problème des enseignants, ce sont les enseignants. C'est pas d'autres personnes. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous. Il faut aussi dire à tout le monde que l'Arcel est situé au quartier Nilon, à Yaoundé. Ça c'est vrai. Hein? Autre préoccupation. Bonjour le sac de modérateurs et à tout votre riche panel. J'ai 2 questions concernant la situation très difficile que connaît notre gardien numéro 1, André Onana. Quelle situation? Quelle situation? Bon, moi je ne sais même pas quelle situation André Onana a. Et commence déjà à nous faire des procès. Pourquoi vous ne prenez-vous pas aussi un peu de temps durant votre émission pour questionner les causes des mauvaises prestations d'André Onana et en même temps lui apporter votre soutien, comme le font des médias d'autres pays, lorsque l'un de leurs joueurs importants est en difficulté dans son club. Non. Ou alors, vous savez juste décortiquer les différents postes visés d'André Onana à l'endroit de la FECAFOOT et du staff technique des Lions afin de jeter de l'huile sur le feu un téléspectateur de votre émission. Oui, la vérité c'est que comme la FECAFOOT n'a pas d'organe de communication, Info TV vous sert d'organe de communication. Parfait. Ici, mine de rien, ces gardes des néo-traumatisent. Quand je suis sorti du pays pour l'Occident, je vous assure que pendant les 2 premières années, j'étais traumatisé. À chaque fois que je regardais la télévision, j'avais toujours peur qu'on va couper l'électricité. Pareil pour mon téléphone. Même quand j'étais à 50%, je courais toujours pour mettre en charge. C'est Oloa Pires. Oloa, je peux te comprendre. Et les gens étaient étonnés de te voir. On a toujours peur. Oh, là-bas, je vous dis, l'Allemagne, professeur, je suivais il y a quelques semaines ou quelques mois, l'Allemagne a fêté soit son 40e anniversaire. 50e année sans aucune coupure d'électricité. Sans délestage. Donc, l'Allemagne, 50 ans qu'on n'a pas coupé l'électricité. Une fois au Canada, à côté de la frontière avec New York, l'État de New York aux États-Unis, il y a eu coupure d'électricité à cause des orages. Oui. Les femmes pleuraient dans la rue. Hein? Il y a des gens, toute leur vie, ils n'avaient jamais connu de coupure d'électricité. Et subitement, on a coupé l'électricité. Les gens pleuraient dans la rue. Je me suis dit, mais chez nous, c'est monnaie courante. Même un enfant ne pleure plus. Non, nous on applaudit quand la lumière revient dans
Bonjour Perfecto. Il faut aussi voir le banditisme de certains bailleurs dans cette affaire-là. Je suis tombé sur une facture d'Eneo que notre bailleur ne nous montrait jamais et le montant de cette dernière est de 11 000 pour une cité de 6 personnes plus lui-même. Et il m'avait déjà largué 5 000 à payer avant même que la facture n'arrive. Le Camille depuis Abomban. Non, mon ami depuis Abomban, c'est pas la même chose. Nous avons pris des exemples concrets tout à l'heure. Bonjour parfait et à tout le panel. Les enseignants doivent revendiquer le paiement de leur argent jusqu'au bout. Le système en place oriente ses priorités sur les histoires des stades de football. Les choix politiques ne sont pas bons. C'est Hilaire Niga. Autre message ce jour. Quelqu'un me définit Eneo ici. Il me dit E égale énervé, N naturellement, E et O obsessionnellement. Voilà sa définition d'Eneo. Bonjour parfait. L'honorable Joshua aussi a dit dans un entretien qu'à l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas au courant de la dette des enseignants, car chaque année, il y a des budgets alloués pour, jusqu'à présent, aucune nomination, 0 mutation, alors qu'il y a les délégués, chefs d'établissement et même les profs qui sont décédés en 2023. Pour couronner le tout, la King Textile demande à ses employés d'attendre que les enseignants achètent le pain du 5 octobre pour payer les employés. Décidément, tout le monde a son problème. Hein? Vraiment. Je vous amène au plus 352. C'est quel pays là? Bonjour Perfecto, belle émission. Je vis au Luxembourg et une personne a porté plainte après une coupure de courant pas annoncée. Son réveil s'est déréglé et il est arrivé en retard à son rendez-vous. Il a eu gain de cause. Philippe Boumiem. Vous entendez ça? Non, on suit ça comme des insolites. Hein. Vraiment. C'est comme des insolites. Dites-moi, nous on vit alors ici. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait, il y a ton plateau. Les problèmes de gouvernance dans notre pays, c'est la magie. Je suis en Tunisie, ici, non. Peut-être que tu allais donc faire tu as fait un voyage. Parce que le 213 qui affiche là, c'est... C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, peut-être qu'il s'est déplacé. Peut-être qu'il s'est déplacé. Non, c'est le 216. Non. C'est le 216. Non, Donc là, c'est la Tunisie. Alors, il dit donc qu'il vit en Tunisie. Depuis des années, j'ai jamais vu une seule coupure d'électricité. Hier soir, on a eu une panne sur le transformateur général. Ça durait plus de 4 heures de temps et j'ai demandé à mon bailleur c'était quoi le problème. Il m'a répondu que depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui, il y a 40 ans, il n'y a jamais eu ce genre de problème. J'étais vraiment choqué et surpris de cette révélation. J'ai directement pensé à mon pays, le Cameroun. J'ai eu pitié de moi-même. C'est Valdez. Je pense qu'après, Valdez, tu allais te coucher. Tu ne pouvais même plus parler. Il ne pouvait pas oser dire au Tunisien que chez nous, c'est mauvais, mon nez courant. Le Tunisien lui dit que depuis qu'il est né, ça fait 40 ans. Lui n'avait jamais vu ça. Ça ne s'était Le jamais transformateur, pas Eneo. Et là, on est en Tunisie. Hein? Ce n'est pas un pays européen. Non. Nous sommes en Tunisie. Je préfère prendre un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous allons marquer un arrêt pour parler de nos universités africaines et plus particulièrement les universités camerounaises. Une interrogation, formation au sein de nos universités. Quelle crédibilité? Je commence par le professeur Nubissier. De plus en plus, certains disent que la formation au niveau de nos universités est au rabais. Vous confirmez une telle déclaration? Ça va dépendre de la grille d'évaluation.
C'est-à-dire, quel est le barème qui a été utilisé pour le dire? Moi, je pense que ce qui est visible à tous les niveaux, c'est ce que deviennent ceux qui ont été formés dans les universités. C'est ça qui fait problème. Dire que les formations sont au rabais, c'est un peu aller très rapidement dans les conclusions. Parce que la question contextuelle aujourd'hui, c'est que beaucoup des diplômés des universités africaines et camerounaises parce que nous y sommes, dans une certaine mesure, n'ont pas un emploi, parfois exercent dans les métiers pour lesquels ils ne sont pas formés ou pour des métiers dits entre guillemets des sous-métiers. C'est ça qui fait problème. Bon, maintenant, est-ce que les formations sont crédibles? Comment se font d'abord les formations dans les universités? Et comment devraient être faites les formations? Déjà, chaque année, les enseignants des universités se regroupent dans le département et font des propositions de programmes d'enseignement. Je pense que je ne vais pas trahir un secret. Il y a le ministre de l'enseignement supérieur a ordonné que les programmes soient revus. Et beaucoup d'ateliers ont été tenus dans ce sens-là. Nous, les enseignants du département de psychologie, on a été appelés également. On croyait que ces nouveaux programmes devaient entrer en vigueur cette année, que non, c'est un peu suspendu, le temps qu'on puisse résoudre certains soubresauts. Bon, pour dire que, est-ce que la formation est crédible? Oui, elle est crédible. Elle est crédible, pourquoi? Parce que les contenus que nous donnons à nos étudiants sont des contenus qui leur permettent d'aller dans d'autres universités extérieures et d'être reçus au même titre que ceux qui ont été formés dans ces universités. Comme pour dire que, avant d'élaborer un programme, nous essayons de voir, parce que depuis l'arrimage au système LMD, nous avons un souci particulier de fait que nos étudiants reçoivent, si ce n'est pas les mêmes formations qu'à l'étranger, mais des formations qui sont assimilables. C'est pourquoi, avant de dispenser un cours, ce que je fais et ce que nous faisons, avant d'élaborer un programme, nous essayons de voir quels sont les programmes dans les autres universités. Et c'est à partir de ces programmes-là, nous définissons également les nôtres, en tenant compte, bien entendu, des spécificités. Bon, la difficulté aujourd'hui de la crédibilité, le conseil de crédibilité est associé à celui qui était vu avant. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini, lorsqu'on a des diplômes, on doit travailler. Aujourd'hui, l'école a déçu tout le monde, dans ce sens-là. Ceux qui ont associé, qui ont arrimé école à travail sont déçus. Parce qu'ils n'ont pas compris la fonction régalienne de l'école, qui est d'abord l'instruction. Maintenant, comment devrait être faites nos formations? Nos formations devraient s'adapter, parce que c'est quand même aberrant, c'est quand même difficile de le savoir que l'Afrique est le continent le plus riche en sous-sol. Comment nos dirigeants africains ne pensaient pas qu'on devait plutôt capitaliser les formations dans le but d'exploiter nos ressources en terre africaine? Ça c'est le premier pas. C'est-à-dire, comment former les gens afin que nos ressources, nous les exploitions localement. Lorsqu'on n'en arrive pas, on va se poser des questions et l'école ne pourra plus nous aider à développer notre continent. Pour que cette école développe notre continent, nous devons voir quelles sont les richesses locales et comment faire former les Africains, les Camerounais, afin qu'ils puissent exploiter eux-mêmes ces richesses locales. Je prends un cas rapidement. Dans l'extrême nord du Cameroun, j'ai fait une étude là-bas une fois avec la Banque africaine de développement. On s'est rendu compte que c'est une zone où il y a trop de cailloux. Alors nous étions en train de faire des programmes de formation, on devait faire des constructions. Alors on a dit il faut capitaliser la formation locale, il faut capitaliser la main-d'œuvre locale. En capitalisant la main-d'œuvre locale, on doit capitaliser quoi également? Les ressources locales. Si nous ne pouvons pas arrimer nos formations avec les demandes actuelles, si nous ne pouvons pas arrimer nos formations avec les visions dans le sens du développement à long terme, parce que le plus souvent, nous faisons dans le sens du développement à court terme. Je prends des exemples également banals. Lorsqu'il y a une nouvelle invention, tout le monde veut faire cette formation-là. On envoie tout le monde, sans se rendre compte que non. Est-ce que tout le monde pourra à la fin jouir, entre guillemets, des fruits de cette formation? Que non. On devrait de temps en temps avoir la capacité de penser à très très long terme. Se dire, penser plus rapidement même que la vitesse des aiguilles d'une montre. Pour que nous puissions, c'est nous qui pensons dans l'université. Nous devons penser le développement, non plus à court terme, mais à long terme. Former nos étudiants afin qu'ils soient capables de s'épanouir dans les contextes actuels, avec les contraintes actuelles et les difficultés actuelles. Bon, une école, une formation qui s'adapte aux priorités actuelles afin que nos étudiants ne soient plus vus comme étant des chômeurs. Et là, le conseil de crédibilité doit avoir maintenant un nouveau contenu. Bon, la crédibilité à laquelle fait allusion, c'est une crédibilité sur le plan factuel. Que deviennent nos diplômés? Très bien.
Cela a eu l'air d'exposer à l'amphithéâtre. Merci, professeur Noubissi. Je passe la parole à ton grand frère académique, le professeur Edmond Bilois. Professeur, nos étudiants, pour l'heure, rivalisent-ils véritablement en cours d'adresse avec les étudiants d'autres universités africaines, c'est-à-dire un étudiant qui quitte Yaoundé 1 ou Yaoundé 2, il va en Tunisie, comme quelqu'un nous a envoyé un message tout à l'heure, en Algérie, au Ghana, en Afrique du Sud. Est-ce que l'étudiant camerounais aura honte une fois là-bas, ou alors l'étudiant camerounais pourra être un bon produit, et un produit même peut-être envié, admiré, et peut-être même applaudi? Bon, de ce que je sais au sujet des universités européennes, oui, tous les Camerounais qui vont dans les universités européennes sont parmi les meilleurs. Ah bon? Oui, ça je peux confirmer. Ah oui, ça, les étudiants qui partent des universités camerounaises pour aller étudier dans les universités européennes, ils brillent toujours de mille feux. En Belgique, dans un domaine scientifique, l'étudiant qui a eu les meilleures notes, c'est un Camerounais. En Allemagne, à l'université de Kaiserslautern, où ma sœur était étudiante en Allemagne, c'est un Camerounais. Partout, dans les grandes universités européennes, les Camerounais sont extrêmement brillants. J'ai un collègue qui est aujourd'hui à la présidence et qui est chef de département. Il était chef de département en même temps que moi à la fac. Quand il est arrivé à l'université de Nice, on lui a donné des noms de Camerounais qui avaient fait des études de droit à Yaoundé et qui étaient les meilleurs à l'université de Nice. Donc, la formation ne se pose pas. Parce que vous voyez, les conditions de vie et d'études au Cameroun étant difficiles, et les enfants s'en sortant, quand ils arrivent dans les conditions qui sont meilleures, ils explosent. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, nos étudiants n'ont absolument aucune honte quand ils vont à l'extérieur. Ils n'ont aucune honte. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Je suis allé en Grande-Bretagne et je suis allé aux États-Unis. J'ai fini ma thèse avant certains étudiants américains. Sur le plan des publications, certains qui étaient avec moi dans les universités américaines n'ont pas les publications que moi j'ai. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait qui physique, qui médecine, qui électronique, qui sociologie, qui ont fait des licences au Cameroun, qui enseignent dans les universités américaines, des universités européennes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment faire en sorte que les étudiants qui sortent de nos universités puissent avoir des emplois. Parce que pendant longtemps, n'est-ce pas, comme tous les autres pays africains, on a créé des universités pour que les étudiants qui en sortent soient des auxiliaires de l'administration, pour la plupart. Mais c'est vrai que on a créé aussi des médecins, on formait des médecins, des ingénieurs, des professeurs, etc., des agronomes, etc. Mais les formations ne répondaient pas aux besoins du marché. Ça a changé, ça a commencé à changer progressivement avec l'introduction du LMD. Aujourd'hui, dans toutes les universités camerounaises, à tous les niveaux de l'enseignement, on dispense aux enseignants une formation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que même si vous êtes un étudiant en anglais, on vous montre comment on peut créer une entreprise. Si vous êtes un étudiant de physique, on vous montre comment on peut créer une entreprise. C'est parce qu'on veut que les étudiants non seulement acquièrent des compétences académiques et intellectuelles, mais qu'ils soient aussi capables de créer des entreprises s'ils en ont le besoin. Vous allez chuter, professeur. Voilà, je vais chuter. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités sont en rapport avec les entreprises. Il y a un vice-recteur qui est chargé de relations avec le monde des entreprises. Et de temps en temps, les universités rencontrent les entreprises pour que
les entreprises leur disent quelle est la formation qu'il faut dispenser aux étudiants pour que les étudiants puissent s'insérer facilement. Cela étant dit, les formations fondamentales, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des formations qui sont fondamentales. Si vous étudiez la sociologie, quand vous sortez de Yaoundé, vous pouvez causer avec un gars qui a fait la sociologie au Danemark Sans avoir honte. sans avoir honte. Si vous étudiez la physique, vous pouvez causer avec un gars qui a fait physique aux États-Unis sans avoir honte. Sans être ridicule. Voilà. C'est pour ça que vous avez des gars Il y a qui sont... d'ailleurs un Camerounais qui a la NASA. Hein? Oui, il y a d'ailleurs un Camerounais, père à son âme, qui vient de décéder, qui était diplômé de physique de l'université de Yaoundé. Il a fait un PhD aux États-Unis, il enseignait dans une université américaine, il vient de décéder à l'âge de 59 ans. Le problème de nos étudiants qui pourraient avoir honte, Ne se pose pas. c'est faux. Merci. Ça ne peut pas se faire. Merci, on a compris, Voilà, voilà. professeur Edmond Biloa. Le problème, c'est l'employabilité. Qui a vanté la formation au niveau des Bon, universités. pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a ce que, je m'en voudrais de ne pas en parler. Oui. Il y a ce qu'on appelle les incubateurs. Il y a dans une université des structures chargées d'aider les étudiants à créer leurs propres entreprises. Malheureusement, ces structures n'existent pas dans toutes les universités. Très bien. c'est Il y compris. en a à l'université de Yaoundé 1, il y en a à l'université de Chang, et dans quelques universités. Et ces structures sont financées par le ministère des Finances, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et le ministère de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire. Et quand j'étais vice-recteur à l'université de Chang, beaucoup d'étudiants de l'université de Chang ont créé des entreprises qui au départ étaient financées par ces ministères, et ces entreprises aujourd'hui ont pignon sur eux. Voilà. C'est compris, professeur. Pierre Blériot, au Niamey, lorsque nous parlons de formation, je me dis qu'une bonne formation, c'est, entre autres, le bon cadre de vie. Lorsque vous voyez le cadre de vie de nos universités, de nos étudiants au niveau de nos universités, est-ce que ce cadre de vie est habituellement propice à une bonne formation? Alors, tout a été dit, ou presque, par les éminents professeurs qui ont pris la parole avant nous. Nous allons nous contenter des miettes, des fragments et même des restes. Les professeurs vous ont vanté la qualité des étudiants camerounais qui se retrouvent dans les universités occidentales. Tout à fait. Je vais continuer dans leur sens. Le plus grand en MMA au monde s'appelle Francis Ngannou. Le plus grand en basket, l'un des grands en basket s'appelle Joel Embiid. L'un des plus grands en football s'appelle Samuel Eto'o. Cela signifie que si on prend l'équipe de basket du Cameroun, on l'amène aux États-Unis, elle n'aura pas honte. Non, pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il y a des enfants qui sortent d'ici, on les met dans les écoles NBA. Quel est ce genre de... Ça veut dire qu'ils ont le niveau. Ils ont le niveau. Cela signifie que si on prend les combattants de MMA du Cameroun, on amène au MMA en France, à l'UFC, ils n'auront pas honte. Ils vont gagner. Cela signifie que si on prend le canon de Yaoundé, on amène au championnat d'Espagne. Il va battre le Real Madrid. Blériot, arrêtez votre ironie. Non, vous savez... Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Mais attends, tout le monde a compris. En général, il y a deux catégories d'étudiants qui vont à l'étranger. Il y en a dont les parents jouissent déjà d'un certain nombre de conditions et de conditionnements. C'est-à-dire ils ne sont pas que le fruit de leurs professeurs. Vous voyez? Ils sont à l'université, mais parallèlement, ils font beaucoup d'autres choses. Ça fait que lorsqu'ils quittent pour aller compétir, on va donner la gloire. Les professeurs peuvent ici venir revendiquer la gloire de leur réussite. Si on prend concrètement dans un département, et je vais aller, parce que les deux sont professeurs de faculté des arts, lettres et sciences humaines, mais si vous balancez par exemple, vous allez en fac sciences, ce que le professeur Bilo a dit choque un peu les étudiants de fac sciences. Vous terminez une formation sans être jamais entré dans un laboratoire. Si beaucoup de leurs étudiants de fac sciences, si on les met dans un laboratoire, ils ne connaîtront même pas les noms. On ne parle pas de l'usage. C'est impossible. Ils ne connaîtront même pas, parfois ici, les noms des machines qui sont là. Pendant que j'étais à l'université de Yaoundé 1, il se trouvait des étudiants en informatique qui n'avaient pas encore vu un ordinateur.
Il était Peut-être que Mais ça, c'est ta génération. Bon, dans votre génération. La mienne, par exemple, les étudiants en informatique allaient faire cours à la présidence. Donc, Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'université. bon, voilà, donc, Mais aujourd'hui, un enfant qui est au jardin d'enfants a déjà un ordinateur. donc, si nous continuons dans la même logique, vous savez, l'université a perdu de sa superbe. Parce qu'en général, aujourd'hui, les professeurs qui ne sont pas bien payés, tout comme ceux du secondaire, passent le clair de leur temps aussi à essayer de rafistoler ici ou là. Les cours sont faits au rabais, il faut le dire. Il y a même des enseignants d'université qui ne passent jamais à l'université. Je ne vais pas citer des noms, hein, parce que j'en connais. Si vous insistez, je cite tel départ. Non, on ne citera pas les noms. Donc, ils ne passent jamais à l'université, qui ne donnent pas cours. Il y en a qui, les étudiants nous écoutent, hein, vos étudiants. Il y en a qui viennent, ils vous donnent le programme de l'année. Vous le voyez ce jour-là. Parfois, ici, vous le revoyez quelques semaines avant les évaluations. Mais vous devez compétir. Il vous envoie son porteur de sac. Ou là. le délégué. Il y a souvent d'abord un porteur de sac. Non, il y a un assistant. Voilà, il vous envoie donc un Mais gars. l'assistant n'est pas incompétent. Un gars, souvent même, qui peine à vous parler. Vous n'entendez même pas ce qu'il dit. Il dit des trucs bon. Et il vous dit que c'est ce que le prof lui a dit de vous dire. Vous écrivez les choses là. Non, si vous faites l'université camerounaise, vous devez être quelqu'un qui a pris sur lui la décision de grandir dans son propre savoir et de faire de la recherche une vocation. Si vous comptez uniquement sur la forme, et le cadre, c'est la question que vous m'avez posée. Le cadre crée deux types d'étudiants. Ceux qui abandonnent les déperditions scolaires ou ceux qui deviennent de grands combattants. Parce que le cadre a tout pour que vous ne soyez rien. Non. Vous entrez en fac, je dis à Yaoundé 1, je ne parle pas à Yaoundé. C'est une exagération. Vous entrez, bon, allons en droit. Mais on a fait Yaoundé. Vous pensez que quand vous avez... Je suis un produit de Yaoundé. Vous allez à l'université de Yaoundé 1, vous savez ce qui arrive souvent de Yaoundé 2 aux étudiants de SOA? Non. Quand ils vont accompagner leurs frères au commissariat, ils veulent enseigner le droit aux policiers. Chaque chose qu'il dit, ce n'est pas ça. Le policier lui dit, petit, assieds-toi là-bas. Tu vas aller te former après. C'est un melting pot avec des conditions. Vous ne savez pas si vous êtes assis ou si quelqu'un est assis sur vous, si vous devez écrire tout ce qu'on décrit. Avant-hier, nous parlions aussi de l'université de Douala, du campus de PK17. De PK17. Là aussi, les gens qui sortent de là-bas sont des étudiants qui peuvent aller compétir. D'ailleurs, quand tu vas là-bas, tu ne peux apprendre qu'à faire les champs. Parce que tu arrives, tu vas à l'école en botte. Blériot. Merci. Hein. On va pas poser la question. On va évoluer. Bernardo Basson, c'est vrai que... Il y a plusieurs salles et il y a des micros. Donc, les étudiants suivent tous les mêmes enseignements. Je passe à part Bernardo. Hein. C'est vrai que le professeur Noubissé tout à l'heure a commencé à évoquer cette Quand tu as un situation. étudiant qui n'a jamais vu un laboratoire, c'est Professeur, impossible. calmez-vous. C'est impossible, Blériot. Professeur Bilois, calmez-vous. Un étudiant en sciences qui n'a pas vu de labo, Calmez-vous. c'est impossible. C'est comme un cultivateur qui n'a jamais vu le machette. Voilà. Les programmes dans nos universités en ce moment sont-ils adaptés à nos réalités? Globalement, je ne le pense pas. Le professeur Bilo a pris la parole, il a épilogué, mais je ne suis absolument pas d'accord avec lui, malgré tout le respect que j'ai pour lui. J'ai l'impression qu'il ne réalise pas la portée de ce qu'il a dit. Il a dit, lorsqu'un juriste camerounais va en France, il est à l'aise. Parce Il qu'en discute fait, avec ses étudiants de ce côté sans honte, sans complexe. à la réalité parfaite ici, cela cache un gros problème. Lequel? Le problème qui tient de ce que, au Cameroun, le droit qui est enseigné, c'est le droit français. C'est-à-dire, ce n'est pas un droit réellement camerounais. Pareil pour beaucoup de nos En laissant sciences. le droit, hein, On laisse. à peu près d'autres Pareil pour domaines. beaucoup de nos Il apprend même les matières scientifiques, que la physique et tout ça. Autre chose, il dit ceux qui vont d'ici pour là-bas peuvent émerger. Ce qu'il oublie, c'est que pour apprécier un phénomène social, on ne prend pas 10 ou 15 personnes. On prend un échantillon assez Il ne l'oublie pas, c'est ce qu'il représentatif fait de tous les personnes jours. pour apprécier une réalité. Au Cameroun, donc, est-ce que si on prend
500 000 étudiants juristes, 500 000 étudiants juristes français, on les met en compétition, on aura une échelle de valeur suffisamment incarnée. Je ne pense pas. On croit plus loin que c'est Il les n'y a pas étudiants 500 et les 000 élèves. étudiants qui étudient le droit au Cameroun. Il n'y a pas. Quand même. 500 000. Revenons à 50 000. Il faut prendre quand même un chiffre. Revenons à 50 000. C'est pas, on aura même l'impression qu'il s'agit des étudiants et des élèves en droit. Voilà. Parfait ici, sauf allons plus loin. Beaucoup de professeurs de droit camerounais au Cameroun ont enseigné en France. Ça, c'était avant. Le doyen de la faculté de droit actuellement Ouais. était professeur de droit à Poitiers. Oui, mais c'est Alain Franklin Ondoa. Il était professeur de droit à Poitiers. Professeur, je peux C'est un avancer. professeur agrégé. Je peux avancer, Non, professeur. il a les mêmes qualifications qu'un professeur français. Je peux avancer, professeur. Non, parce que vraiment, c'est que vous Enfin, dites, ici, c'est plus loin. honteux. Aujourd'hui, on parle de formation, pas que de diplomation. Lorsqu'il faut construire au Cameroun une infrastructure, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on prend les produits camerounais pour réaliser cela? Est-ce qu'on prend un enfant sorti de Polytechnique ou d'école de travaux pour construire le stade d'Olembe? Est-ce qu'on prend nos architectes? Est-ce que quand nos en hommes du régime sont malades, on prend nos médecins? en Est-ce que Excellency? pour nous- Parce que notre formation, justement, C'est n'est pas pas ça. de qualité. Parce que les bailleurs de fonds exigent que L'un de vos collègues- les bailleurs de fonds exigent que l'argent soit donné à certaines L'un de vos entreprises. collègues a mis en Mais question. tous les médecins camerounais sont des formés au Cameroun. Non, mais l'un de vos collègues médecins, enseignants de médecine a expliqué tout ce qu'il y a comme insuffisance dans la formation des médecins. Professeur Vous savez Bidouin. qu'il a été victime de beaucoup de menaces au sein du corps, n'est-ce Non, pas? non, non, Il est là. non. Nous sommes conscients Tout à des fait, manquements on qu'il entend y a. Ils sont Nous énormes. sommes encore en temps de parole. Là, Nos médecins ici, où est-ce qu'ils vont se spécialiser? C'est pas au Cameroun qu'ils Non, il y en a beaucoup qui se spécialisent au Cameroun. En majeure partie, ils vont la Non. faire où? Cette spécialisation, Non, ils vont la faire à l'étranger. Pendant longtemps, ils allaient se spécialiser en Europe. Mais aujourd'hui, Très il y a bien. toutes ces Nous spécialisations. allons d'abord lire. Je vais sortir, oui, s'il vous Il y a toutes ces sortons. spécialisations Je veux aussi. dire, c'est Donc, que- Bernard Basson, il faut s'informer. La crédibilité signifie que une chose est digne d'être crue. Donc, elle est digne qu'on la croie. Au Cameroun, donc, quand on regarde nos enseignants, quand on regarde beaucoup de corps de métier, est-ce que ce qu'ils produisent les rend dignes d'être crus dans leur parcours? Est-ce que les parcours sont suffisamment crédibles au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas trop de choses qui sont spontanément versées sur la place Bernard publique? Basson, Il faut bien être lucide. l'enseignement supérieur au Cameroun n'est peut-être pas crédible, mais c'est un enseignement supérieur à crédit. C'est-à-dire qu'il y a des crédits à valider. C'est pour cela qu'ils ont cru que c'était crédible. On va d'abord lire des messages, après on reviendra. s'enseigner, Ah, bon, Bernard. d'accord. Nous, professeur Moussa veut absolument réagir. Allons-y. Pour un sujet aussi sérieux que celui-ci, il vaut mieux rester dans les logiques rationnelles parce que une formation sont ses contenus. Les contenus de la formation. Je ne pense pas que l'enseignement, l'histoire de la psychologie au Cameroun, qu'on enseigne ici, est différente de ce qu'on enseigne en France. Et lorsqu'on entre dans ce débat où on va aller dans tous les sens, on va égarer tout le monde. Moi, je le dis encore, le concept de crédibilité qui renvoie à est-ce que les étrangers peuvent en commun venir chez nous? C'est ça la crédibilité. Tout à fait. Mais nous avons tellement... Vous êtes dans le sujet. C'est ça le problème, mais je ne sais pas pourquoi nous voulons... Non, les étrangers qui viennent chez vous, c'est les Tchadiens et les Guinéens. C'est pas les Français. En fait, C'est pas les- j'ai dans c'est mon pas les éducation, Ivoiriens. quand S'il vous quelqu'un plaît, parle, j'écoute. permettez au conseil de lycée de finir. Voilà. Alors moi je dis, au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible. Oui. Extrêmement sensible. Selon quoi il ne faudra pas qu'on aborde ça sans tenir compte des logiques rationnelles. Les formations que nous recevons, moi j'ai fait cette formation, j'ai soutenu ma thèse à Lyon. Je le dis toujours, je prends l'exemple sur moi. La thèse que j'ai écrite, que j'ai soutenue, c'était Montbrion. J'ai écrit à partir du Cameroun. Si vous voulez encore, c'est vérifiable. Alors pour dire que j'ai fait Lyon, je connais les meilleurs étudiants de l'École nationale des sciences techniques et trucs de Lyon qui étaient des Camerounais et qui sont venus du Cameroun. Pour dire ceci, on peut savoir que les conditions ne sont pas bonnes. Non, ça c'est une réalité. Les conditions, les universités, les infrastructures parfois ne relèvent pas le niveau de ces étudiants. Mais nos étudiants,
qu'on le Tout dise. ça concourt à la crédibilité, professeur. Tout ça concourt dans la Je le dis encore une fois de plus. Ceux qui nos vont là-bas étudiants reçoivent des parce très que bonnes là-bas, tout de formations. suite, on leur donne des conditions. Nos étudiants reçoivent de très bonnes vos étudiants. Pourquoi certains vont d'ici, sont médiocres et là-bas, ils sont meilleurs? C'est parce que Maintenant, pourquoi voulez-vous dire très bien, s'il vous plaît, permettre d'éveiller le Cela n'est pas tous, vous n'allez pas parler à la Je fois. prends un seul exemple. D'abord, le professeur Louissé et les autres vont réagir. Vous avez été formé au Cameroun ou à l'étranger? J'ai pas été formé au Cameroun ou à l'étranger. Ça, Vous avez c'est été formé. vraiment. Si vous prenez. formé à Yaoundé. Pourquoi vous... Monsieur Nielon répondait à la question. Vous me permettez que je réponde. Répondez Je suis donc. dans le mauvais exemple. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas prendre des exemples isolés, entre guillemets. Non, je dis, il ne faut pas prendre entre guillemets. Un seul exemple. Les exemples. Un seul exemple. Non, nous disons d'abord le message. Blériot a été formé à Yaoundé. Mais je vais donner un seul exemple avant les messages. J'ai un étudiant qui s'appelle Paul-Roger Basson, Oui. dont j'ai dirigé la thèse. Il a soutenu une thèse ici, là. Une thèse de grammaire générative, de cartographie syntaxique sur le Bassa. Et j'ai un collègue qui s'appelle Chris Collins, qui a étudié au MIT. Je lui ai envoyé cette thèse. Il m'a dit c'est une très bonne thèse. Je te dis d'ailleurs qu'il y a un poste à l'université de Stanford. Stanford, c'est la 3e ou la 4e université dans le monde, dans le classement. Stanford. Et vous avez combien d'étudiants? Et il m'a dit, il faut que Basson candidate au poste de syntaxe de Stanford. Et vous en avez combien? Basson n'a jamais étudié aux États-Unis. Et vous en avez C'est combien? mon étudiant. Bien sûr. Deuxième exemple, il vient d'être invité au Collège de France. Hein? Comme postdoc. Au Collège de France. Hein? Ouais. Bon, non. Il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Non, on ne dit pas On n'importe quoi. forme des gens au Cameroun qui peuvent compétir avec le monde entier. C'est compris. Nous allons lire d'abord les messages. Hein. Bonjour, perfecto. Il y Tous a des les gens qui ne exemples. peuvent même que pas le- entrer à Stanford. S'il vous plaît, tous les exemples que le professeur Bilois a cités ne tiennent pas. Aucun professeur parmi ceux qu'il a cités n'a été formé au Cameroun. Tous ont été formés en France ou à l'Occident avec les infrastructures de l'Occident. Oui, mais j'ai fait Yaoundé. Est-ce Non, que je ouais, peux lire les messages? spécialisé, Oh là là, professeur. un peu d'or sur ce plateau. Lisons les téléspectateurs souffrent d'ailleurs de vous écouter. Hein. Les fondamentaux. Écoutez également les téléspectateurs, cher monsieur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on continue en disant, tous ont été formés en France ou à l'Occident avec les infrastructures de l'Occident. Nous aimerons que le professeur nous donne un seul exemple d'un professeur qui a commencé ses études au Cameroun et les a terminées au Cameroun avec les infrastructures du en a Cameroun beaucoup. Il y en a et qui a connu une renommée internationale. Je pense qu'il n'y en a aucun. Comment? Autre message ce matin, bonjour le plateau. Je ne suis pas d'accord avec les professeurs. Nous les étudiants faisons face à beaucoup de théories et jamais de pratiques. Ce qui fait arriver sur le terrain, nous sommes perdus, sauf les plus intelligents, voire même des génies qui deviennent populaires. Salut perfecto. Nos universités sont des espaces de bavardage et de théories. À quoi nous servent la sociologie, l'espagnol, le chinois? Professeur Bilois, comment les Camerounais sont seulement brillants à l'étranger? Comment quelqu'un qui fait plusieurs matières à l'école au Cameroun peut aller être meilleur dans les universités où les étudiants sont spécialisés depuis le secondaire? Je ne pense pas. Autre préoccupation, parfait, dans un pays où le système économique n'existe pas véritablement, ou bien l'économie est extravertie, les universités ne peuvent que former des chômeurs. Le problème est celui de la gouvernance politique. Nous avons plutôt besoin d'un Camerounais qui va refonder notre pays. C'est Hilaire de Niga. Je vais prendre les messages qui nous viennent de l'étranger, hein, pour avoir également le ton de l'étranger dans le cadre de ces échanges. Alors, je prends le plus 49. Allemagne. C'est l'Allemagne. Bonjour les démineurs, je suis d'accord avec la lecture de M. Blériot concernant la manière dont les étudiants sont traités. Ici, en Allemagne, lorsque vous entrez dans un laboratoire, que ce soit en physique, en électrotechnique ou en sciences, les étudiants camerounais ne semblent pas avoir des connaissances solides en ce qui concerne les machines et bien d'autres aspects. Bien des choses à vous, Monsieur Perfecto, continent de modérateur, et à tout le panel. C'est Brice Herman, depuis l'Allemagne, qui
qui nous envoie le message. Nous allons chercher encore d'autres messages de l'étranger. Hein. Alors, nous tombons sur lequel là? Pascal de France. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les démineurs. Le professeur Bilois parle d'un Cameroun qui est dépassé aujourd'hui. Le niveau a bien baissé avec la condition de l'enseignant aujourd'hui. Essayez de voir le niveau de CRS Buffs, élèves de terminale, vous serez étonnés. Avant, les Camerounais brillaient partout où ils allaient pour peu que l'environnement soit propice. Voilà pourquoi vous avez plus de médecins d'origine camerounaise en France et au Benelux qu'au Cameroun même. D'accord, on revient sur le plateau hein, et je passe la parole au professeur Edmond Bilois. Professeur Edmond Bilois, il y a encore un message qui nous vient de la France là. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le panel, moi je vis en France depuis 1987, pur produit du Cameroun. J'ai obtenu ma licence en 1987 en sciences économiques en Guayaquil, une maîtrise de gestion des PMI en France. Puis depuis, je n'ai pas arrêté de faire évoluer mon cursus en fonction du marché du travail, les assurances, la maintenance informatique et depuis 6 ans, la maintenance industrielle. Rien à voir avec ma formation de base. Donc on doit être capable de se remettre en question en permanence comme les anglo-saxons. Bonne journée. Et j'ai oublié la création d'entreprises car j'ai moi-même été chef et créateur de plusieurs entreprises en France. Edmond Bilois, oui. Vous êtes donc totalement satisfait de votre formation ou alors vous pensez quand même qu'il y a des choses qu'il faut encore revoir? Non. La société est dynamique. Il faut tenir compte de l'évolution de la société, il faut tenir compte de tous les changements. Donc, l'éducation ne peut pas être statique. Ça, c'est impossible. Très bien. L'université... 30 secondes, hein, parce que nous sommes presque au terme du programme. L'université dans laquelle j'ai commencé à enseigner dans les années 90, ce n'est pas cette université aujourd'hui. C'est vrai pour le Cameroun. C'est vrai pour toutes les universités. Je suis en contact permanent avec l'université dans laquelle j'ai été formé en Californie. Chaque jour, les programmes changent parce que les programmes doivent s'adapter à l'évolution du monde. Et donc, c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour le Cameroun. Mais il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Hein? Donc, les fondamentaux, même quand vous allez à l'extérieur, les fondamentaux que vous avez eus au Cameroun sont extrêmement importants. Maintenant, le Cameroun est arrivé à un niveau où nous formons un enfant qui entre à Polytechnique. Hein? Si c'était un enfant brillant, il en sort avec un doctorat. Et il va enseigner aux États-Unis. Merci. Nous avons des cas où un enfant entre en première année à la faculté de médecine, il en sort médecin, il fait sa spécialisation au Cameroun et il va pratiquer la médecine en Europe. Professeur Bilois, la formation ne s'applique pas à l'étudiant brillant. Elle s'applique à l'étudiant moyen. En toute chose, on prend la moyenne. Il ne faut pas qu'il soit excellent pour qu'on puisse le voir. Il y a beaucoup d'étudiants moyens qui arrivent au sommet. Professeur Bilois, d'ailleurs, je peux vous dire que dans les grandes conférences, Bernard, on invite les blancs pour venir. C'est moi qui peux te parler de l'enseignement supérieur. Toi, tu es passé dans l'enseignement supérieur comme un météore. Moi, j'ai passé toute ma vie dans l'enseignement supérieur. Okay. Donc, ce que tu dis ne peut pas être crédible. Professeur, oh non! Ce que je te dis, c'est qu'il y a des étudiants moyens. Ça, c'est ce qu'on appelle argumentum ad bacum. Non. Il y a des étudiants moyens qui réussissent même mieux que les étudiants brillants. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Très bien. Si vous êtes brillant, vous ne travaillez pas. L'étudiant moyen, lui, il travaille beaucoup. Il va réussir mieux que l'étudiant brillant. Au-delà de tout, l'université camerounaise est-elle toujours restée le creuset du savoir? L'université camerounaise est un grand malade. Il lui faut un grand médecin avec des médicaments adaptés. Ce que le professeur Bilois adopte comme attitude, c'est bien l'attitude du maître qui veut imposer le savoir. Il nous a enseigné. Ce temps est révolu à l'université aujourd'hui. Même les chefs font si mal. Je dis que pas bien prendre le cours. L'université s'adapte à l'environnement. Professeur Claude Nourricier. Mais vous êtes sorti de l'université, vous n'en savez rien. S'il vous plaît, professeur Nourricier, qu'est-ce que l'on retient selon vous? On retient que ce n'est pas encore la perfection. Beaucoup de choses doivent être également faites en termes d'infrastructure. Mais beaucoup de choses sont faites dans ce sens. Moi, je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est que nos universités,
pour qu'elles soient de plus en plus concurrentes, elles doivent prendre la concurrence à tous les niveaux, non pas seulement au niveau humain, mais également au niveau physique, infrastructurel. Tout ce que vous avez dit, c'est pas faux. On a des étudiants, des conditions de travail ne sont pas bonnes, les conditions d'apprentissage ne sont pas bonnes. Ça, c'est pas faux. Mais dans la réalité, ne nous attaquons pas à la formation, parce que nos formations sont de très très bonne qualité. Merci. Je le dis encore. Et avec maintenant les ouvertures des autres universités, on aurait résolu le problème des effectifs pléthoriques qui faisait que certains étudiants soient égarés dans les amphithéâtres. Avec les universités qui ont été ouvertes partout, les effectifs sont de plus en plus réduits et adaptés. C'est la fin de ce programme. On dira merci à nos deux professeurs d'université qui étaient là ce matin pour parler de leur vie au quotidien. Le professeur Noubicier, psycho-sociologue, mais également le vice-recteur Edmond Billois, le professeur Edmond Billois. Merci également à notre consultant Pierre Blériot, mais également à notre invité permanent Bernardo Basson. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une préoccupation. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?